Aujourd'hui, donc, nous sommes aussi confrontés à la question de savoir qu'est-ce qui se passe pour toutes les activités qui, elles, n'auront pas réussi à se relocaliser à ce moment-là. C'est un moment où, en pleine continuité avec ce que nous avons toujours dit, ça fait des années que toutes les autorités ont alerté sur le besoin pour toutes les institutions qui sont concernées par cette activité transfrontière de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service et l'exécution des contrats dans l'hypothèse d'un Brexit, y compris donc dans l'hypothèse d'un Brexit sans accord de transition, et de communiquer sur les conséquences de ces mesures auprès des assurés, des bénéficiaires, de la clientèle en général, afin d'être capable de gérer cette transition. C'est une responsabilité qui, bien sûr, incombe au premier plan à ceux qui ont pris ces engagements, qui sont chargés de l'exécution de ces engagements. Aujourd'hui, malheureusement, on aurait pu souhaiter l'inverse, mais on est encore à un moment donné où, en dépit des progrès qu'il y a eu sur un possible accord de transition, l'hypothèse d'un Brexit sans accord de transition est toujours sur la table. On ne peut pas l'écarter, et donc nous sommes toujours dans la continuité de nos messages antérieurs, dans l'idée qu'il faut que l'ensemble des acteurs de la place se préparent à cette possibilité d'une sortie sans accord. Cela dit, bien sûr, se préparer, nous-mêmes, en tant qu'autorité, nous sommes tout à fait disposés à jouer pleinement notre rôle, à essayer de donner le plus de clarté possible sur justement quelles sont les conséquences et comment les gérer. C'est un peu justement l'objectif de cette deuxième table ronde, d'essayer de clarifier quelles sont les conditions d'une poursuite d'activité dès lors qu'on se trouve dans la situation, donc quelle que soit son échéance, mais y compris en cas d'échéance rapprochée avec absence d'accord, pour la poursuite d'activité d'entités de l'Union européenne en Angleterre, mais surtout, ce qui nous intéresse le plus, il faut bien le dire, c'est d'entités du Royaume-Uni dans l'Union européenne et en particulier en France. Alors, dans cette hypothèse, notre but est d'abord de souligner un point que le président Canivet, que nous avons vraiment le plaisir et l'honneur d'accueillir avec nous aujourd'hui, va approfondir parce qu'il est absolument essentiel. C'est vraiment un principe cardinal de cette relation, c'est que les contrats qui sont conclus avant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, et donc par des établissements du Royaume-Uni et des organismes d'assurance également du Royaume-Uni, avec de la clientèle française, demeurent valides post-Brexit et ils doivent être exécutés de bonne foi. Les deux parties, par l'ensemble des parties au contrat. Pour autant, ça ne veut pas dire que ça ne soulève pas de questions, que cette poursuite des contrats ne soulève pas de questions. Dans un monde idéal, évidemment, la réponse la plus adaptée à ces questions serait une réponse qui, de notre côté, soit une réponse harmonisée, complète au niveau de l'Union européenne, de la nouvelle Union européenne à 27. Et il va y avoir des réactions et des adaptations au niveau européen. Nous avons la chance aussi aujourd'hui de compter parmi nous Sophie Vuarlot, qui est donc directrice juridique à l'ESMA et qui va nous parler plus particulièrement, bien sûr, dans ce domaine d'activité, de ce que peuvent être les contours de cette réaction européenne. Mais pour autant, et là vraiment compte tenu de l'incertitude sur les négociations, qui aujourd'hui est encore toute entière, il y a des fortes chances que l'on doive au moins être en mesure d'adopter rapidement des mesures nationales pour protéger donc au moins la situation dans les pays qui sont les plus concernés par cette activité transfrontière. Je rappelle que la France est très concernée par l'activité transfrontière en provenance du Royaume-Uni. Et là, le gouvernement a agi en ce sens et nous avons aussi la chance d'accueillir Sébastien Raspillier, le chef de service à la Direction générale du Trésor, qui est vraiment le mieux placé pour nous parler et répondre éventuellement à vos questions sur quelle est cette réponse, quelle pourrait être cette réponse
En ce qui concerne le secteur financier, bien sûr, le gouvernement s'intéresse à l'ensemble des secteurs et pas uniquement au secteur financier. Donc, ça, c'est pour les réponses réglementaires générales. Pour limiter ces difficultés, il y a aussi des réponses qui peuvent être faites au niveau des autorités elles-mêmes. Les autorités britanniques, par exemple, ont prévu un régime qu'ils ont appelé d'autorisation temporaire qui couvre l'ensemble des activités qui a vocation à couvrir l'ensemble des activités faites par les acteurs, donc y compris français, les acteurs de l'Union européenne au Royaume-Uni, et qui permettent donc aux autorités compétentes dans les différents domaines, que ce soit la PRA ou le FCA, de délivrer une autorisation de continuer à exercer pendant une certaine période, le temps d'avoir un statut définitif. L'Allemagne vient d'ailleurs de diffuser aussi une proposition un peu dans ce sens. Chez nous, bien sûr, ça va dépendre de quel est notre cadre juridique, mais Barbara Sourindez, qui est à la direction juridique de la CPR, anime nos réflexions, va vous parler justement de l'état de nos réflexions en la matière, et notamment pour cette question qui est ce qui peut nous concerner, la protection de la clientèle dans le cadre de la gestion extinctive des contrats conclus avec des organismes du Royaume-Uni. Et enfin, nous avons aussi la chance d'avoir parmi nous Emmanuelle Assouan, qui est donc la directrice des systèmes de paiement et des infrastructures de marché de la Banque de France, qui à ce titre dirige cette fonction de surveillance, d'oversight, comme on dit en franglais, sur ces systèmes qui est dévolu à la banque, et qui va nous présenter donc la vision qu'avec cette fonction, elle peut avoir relativement justement aux côtés tout ce qu'il peut y avoir de plus essentiel et pratique de la préparation des acteurs sur les marchés financiers et sur la question, on soit toujours délicate, mais que d'ailleurs Sophie abordera éventuellement aussi, de l'accès des infrastructures de marché de l'Union européenne, l'accès par les Britanniques aux infrastructures UE et l'accès des Européens aux infrastructures britanniques, qui est une question qui a été identifiée comme une de celles potentiellement les plus importantes en cas de no deal Brexit. Voilà, je crois vraiment que nous avons les meilleurs intervenants qu'on peut avoir sur chacun des sujets qu'on voulait aborder, et donc je passe tout de suite la parole au président Canivet. Merci, Monsieur le Président. Comme vous l'avez dit, dès l'annonce du référendum britannique, le Haut Conseil juridique de la place financière de Paris s'est penché sur les conséquences de cet événement sur les sujets qui l'intéressent, c'est-à-dire les marchés financiers, bancaires et d'assurance, et principalement sur les questions de continuité des contrats en cours, comme vous l'avez dit, qui est un sujet essentiel. En bref, il s'agit de savoir si un opérateur établi au Royaume-Uni, agissant sur ces marchés, c'est-à-dire assurance, finance et banque, au bénéfice d'un passeport, enfin d'un agrément obtenu auprès du régulateur sectoriel britannique, peut continuer à exécuter des contrats conclus avec des opérateurs résidant en France, au bénéfice de la reconnaissance automatique de cet agrément, sans finalement qu'il aurait perdu du fait du retrait du Royaume-Uni, et quelles sont les conséquences pour l'exécution des contrats en cours de cette situation particulière. Comme vous l'avez dit, l'hypothèse sur laquelle nous sommes placés est celle d'un retrait sans accord, non pas parce que nous avons anticipé sur la solution la plus probable, mais parce qu'il faut imaginer le pire dans cette situation, soit pour éclairer les négociateurs sur les sujets à traiter, soit pour prendre les précautions nécessaires afin de protéger les intérêts des opérateurs nationaux, et notamment celui de l'insécurité juridique. Dans le cas contraire, c'est-à-dire en cas d'accord, il faudra évidemment reprendre toutes ces questions au vu des termes de l'accord. Alors, dans ce cadre, la préoccupation du Haut Conseil a été double. D'une part, de protéger les opérateurs résidant en France contre les risques de rupture dans l'exécution de leur contrat causés par la sortie du Royaume-Uni, et d'autre part d'éviter d'exposer les professionnels français à des distorsions de concurrence sur les marchés considérés,
avec des professionnels britanniques qui seraient dégagés des obligations réglementaires européennes. Et de l'origine, pour répondre à cette question, il faut procéder à un certain nombre de distinctions. La première, et qui sera traitée ici par moi, uniquement du sujet de la continuité des contrats conclus avant le retrait du Royaume-Uni, lorsque l'exécution suppose une poursuite du contrat après la sortie du Royaume-Uni. On ne traitera pas ni des questions de transfert des contrats, qui posent beaucoup de difficultés, ni des questions de contrats conclus après le retrait du Royaume-Uni. Alors, dans ce cas, la première distinction à opérer, je crois qu'elle est essentielle, il faut bien comprendre ça, c'est qu'il faut distinguer d'une part les conséquences contractuelles du retrait du Royaume-Uni et de la perte de l'agrément sur le contrat lui-même, soit qui affecterait sa validité, soit qui l'empêcherait de se poursuivre, c'est-à-dire qui conduirait à sa résiliation. Et distinguer cet aspect purement contractuel de l'aspect des sanctions administratives qui peuvent être prononcées contre un opérateur britannique qui agirait sans agrément par l'autorité de régulation sectorielle française. Et cette distinction essentielle procède d'un arrêt de principe de la Cour de cassation de 2005 qui a jugé que le fait pour un opérateur dépourvu d'agrément de conclure des contrats en l'espèce en matière bancaire n'affectait pas par elle-même la validité des contrats conclus par cet opérateur. Il en irait différemment, bien sûr, si le défaut d'agrément constituait un vice du consentement, par conséquent conduirait à l'annulation du contrat, ou si ce défaut d'agrément empêchait la poursuite du contrat, serait une cause de régulation. Ce qu'il faut en conclure, c'est que le contractant de bonne foi résidant en France est protégé de tous les risques d'interruption de l'exécution du contrat du fait de sa contrepartie britannique au prétexte qu'elle aurait perdu l'agrément. Dit autrement, un professionnel britannique ne peut s'affranchir de ses obligations contractuelles en invoquant seulement la perte de l'agrément. Je crois que c'est absolument essentiel. Alors, une autre précision est nécessaire. À défaut de règles européennes relatives au fonctionnement du marché public, le droit des contrats est régi en France par le droit français, selon les principes établis par le règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles, sauf évidemment si, dans le cadre de ce règlement, les parties ont choisi de placer leurs relations contractuelles sous un autre droit, et par hypothèse, le droit anglais. Ce qui conduit à une dernière distinction concernant la loi qui régit le contrat. Certains contrats conclus par des opérateurs résidant en France avec des opérateurs britanniques sont placés sous droit anglais. Alors nous avons essentiellement examiné les conséquences sous droit français, mais les analyses auxquelles ont procédé les experts britanniques au regard de l'English Contract Law conduisent à peu près aux mêmes conclusions. Alors ces précisions générales étant données, le CJP et ses groupes de travail ont, pour l'essentiel, conclu que dans leur majorité, la continuité des contrats après retrait pouvait, en dépit de certaines difficultés, normalement se poursuivre. Donc, il n'existerait pas d'incertide sur la poursuite des contrats conclus avec un opérateur français, avec un opérateur britannique, après Brexit. Et les groupes de travail ont d'abord considéré que la perte du passeport n'entraînerait pas en droit français la nullité ab initio du contrat. Autrement dit, le retrait n'impose pas ab initio la nullité des contrats conclus avant. La question qui se pose, elle est plus délicate, c'est celle de l'incidence du retrait sur l'exécution du contrat en cours, après la sortie, qu'il s'agisse de contrats instantanés mais dont les effets se poursuivent après, ou de contrats à exécution successive. Alors, le point essentiel, le point de référence pour guider ce raisonnement, c'est qu'il s'agit non pas d'examiner si l'exécution de ce contrat suppose des modifications du contrat, qui supposera un autre échange de volonté entre les parties, mais si l'exécution de ce contrat suppose de la part de l'opérateur britannique des prestations de services entrant dans le cadre de l'agrément. Et dans la mesure où elle n'impliquerait pas la fourniture d'un nouveau service après le retrait, les contrats conclus avant celui-ci par des établissements britanniques avec des clients situés en France
verront leur continuité assurée, donc sans remise en cause, aussi bien dans le domaine bancaire. Et dans ce cadre, l'obligation essentielle aura le plus souvent été remplie au moment de la conclusion du contrat. Par conséquent, il n'y aura pas d'affectation particulière en ce qui concerne des contrats comme le crédit revolving, le contrat de crédit avec possibilité d'engagement par signature ou les contrats portant sur des crédits documentaires. En revanche, certains autres contrats, comme les contrats de crédit syndiqués, qui comportent des conditions préalables qui ne sont pas toutes remplies au moment du retrait et qui supposent des prestations à intervenir après, celles-ci ne pourront pas se poursuivre. Et de même, l'exécution du contrat peut être empêchée lorsqu'elle suppose de la part du prestataire britannique des actions qui sont couvertes par l'agrément, qu'il s'agisse par exemple de la prolongation de la maturité du contrat, du montant du financement, de l'ajout de nouveaux emprunteurs, etc. Dans ce cadre-là, il s'agit bien de la fourniture d'une nouvelle prestation. Et en matière de services d'investissement, la même logique s'applique au passeport en cas de perte du passeport européen, sur les contrats en cours, sous réserve de contrats particuliers qui seront détaillés dans les rapports qu'on a produits, en ce qui concerne les transactions sur dérivés, les prêts ou emprunts de titres de pension livrés, pour ces contrats-là, il y aura des difficultés de poursuivre l'exécution du contrat. Il faudra prendre un certain nombre de précautions. Et en matière de gestion d'actifs, le retrait n'aura pas pour effet de remettre en cause la détention par des investisseurs français de parts ou d'actions d'OPCVM ou de FIA britanniques. La même logique s'applique en matière de contrats d'assurance, où les conséquences là sont un peu plus préoccupantes. Comme on l'a dit déjà tout à l'heure, on conduit à considérer que le renouvellement tacite de contrats arrivés à échéance sera juridiquement impossible. Il s'agit évidemment de reconduire pour une nouvelle période un contrat échu, donc une nouvelle prestation de service d'assurance. Dès lors, on a pour conséquence, on l'a déjà dit, il reviendra aux assureurs britanniques soit de relocaliser leur activité en Europe, et de, par conséquent de se faire agréer pour poursuivre l'exécution des contrats et de transférer les contrats en Europe. Si ce n'est pas le cas, elles auront l'obligation d'informer leurs clients de la situation, sous le contrôle des autorités de régulation, de manière à permettre à ces clients de retrouver de nouvelles garanties avec d'autres opérateurs agissant sous agrément. Ce qui suppose que les entreprises auront à faire un audit de leurs contrats pour voir les risques qu'ils encourent en ce qui concerne la continuité. Alors ces précisions, ces lignes directrices étant données, reste un certain nombre d'incertitudes qui intéressent à la fois les contrats d'assurance et les contrats de services d'investissement. Pour ces difficultés, le Haut Comité a préconisé soit qu'on prenne des dispositions pour prévoir par la loi un régime de gestion extinctive, temporaire, pour permettre la poursuite pendant un certain temps de l'exécution de ces contrats, par un opérateur britannique dépourvu d'agrément, de manière à ce que les parties puissent se repositionner et qu'il ait le temps de relocaliser leur activité ou leur garantie. C'est le cas pour les contrats d'assurance, c'est le cas pour certains contrats de gestion de portefeuille. Ou encore, autre préconisation, que soient précisées par la loi les prestations qu'un opérateur britannique peut continuer à faire dans certains domaines en dépit de la perte de l'agrément. C'est notamment tout ce qui concerne la poursuite des master agreements, c'est-à-dire des contrats cadres qui sont conclus et qui supposent des prestations différées. Lorsqu'on va adhérer à ces contrats cadres dans les conditions prévues, c'est les contrats cadres que vous connaissez bien en matière financière, conclus par l'ISDA, l'ICMA, l'ISLA ou la FBF. Dans ce cadre-là, il serait prudent de prévoir les conditions dans lesquelles un opérateur britannique peut continuer à exécuter sous ces contrats cadres de nouvelles prestations. La conclusion générale est donc plutôt rassurante. Même sans accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, la sortie du Royaume-Uni n'entraînera pas de perturbations insurmontables, à condition de prendre les précautions nécessaires, ce qui sera sans doute exposé dans la suite de cette table ronde. Merci beaucoup. Et pour la suite, d'abord Sophie, puisque
je sais que vous avez déjà beaucoup travaillé sur certains aspects des précautions possibles. Merci Édouard, bonjour à tous. En effet, l'ESMA est pleinement engagé dans la préparation de mesures qui pourraient permettre un passage en douceur à une situation post-Brexit. On est tout à fait conscient que le temps presse et que même si les possibilités d'un accord qui est évidemment toujours souhaitable, plus que jamais souhaitable, sont toujours sur la table, cet accord n'est pas là et que la fin d'année sonnera potentiellement le déclenchement d'un préavis de 3 mois, notamment pour les chambres de compensation. Donc, l'action de l'ESMA s'oriente dans 4 domaines. Le premier est celui que je viens d'évoquer. Pas d'action publique, sauf si elle est nécessaire. Il est évident que s'il n'y a pas d'accord, les infrastructures de marché, qui sont des acteurs systémiques, doivent être préservées. Leur bon fonctionnement doit être préservé. J'y reviendrai par la suite. Le deuxième axe, c'est celui par lequel on a commencé, évidemment, c'était l'information de tous les acteurs concernés, publics, privés, leur information et l'accompagnement des mesures nécessaires pour se préparer au Brexit. Le troisième axe, c'est un peu notre cœur de métier, c'est aussi la coordination des actions des superviseurs nationaux et évidemment leur permettre aussi de poursuivre cette surveillance des marchés de manière efficace, alors même qu'un des marchés de l'Europe géographique se situera en dehors de l'Union. Et enfin, le dernier, qui est peut-être moins urgent, si on prend une approche strictement chronologique, a néanmoins également commencé. Il s'agit d'identifier si le cadre législatif en place actuellement, qui a été négocié, pensé et approuvé pour une Europe à 28, est toujours le bon ou s'il méritera quelques ajustements. Donc, pour commencer avec ce qui est important et urgent, vous avez peut-être observé à 10 heures que l'ESMA a publié un communiqué relatif aux mesures que nous sommes prêts à prendre s'agissant des chambres de compensation britanniques. Donc, je félicite la CPR pour cette organisation parfaitement bien calibrée dans le temps. Donc, cette communication indique 2 choses, qu'effectivement, nous sommes pleinement conscients des risques de perturbation forts des marchés qui pourraient se produire non pas seulement le 30 mars prochain, mais dès le 30 décembre qui arrive. LCH a déjà annoncé que son préavis de 3 mois serait déclenché, sauf mesure claire des pouvoirs publics. La Commission européenne, le 13 novembre, a sorti un premier communiqué précisant que, si nécessaire, et donc en l'absence d'accord évidemment, si nécessaire, elle était prête à adopter, à considérer en tout cas dans un premier temps des mesures d'équivalence qui seraient temporaires, qui seraient conditionnelles évidemment. Ce n'est pas un chèque en blanc. Néanmoins, c'est un geste fort et une communication que l'on attendait du côté de l'ESMA. Nous avons donc pu enchaîner à notre tour avec une déclaration ce matin qui précise que le board de l'ESMA est tout à fait conscient des enjeux, a déjà entamé des travaux préparatoires pour permettre la continuité d'accès des membres de l'Union à 27 aux infrastructures de marché britanniques. Cela se fera à travers, si nécessaire, cela se ferait à travers une reconnaissance de ces chambres de compensation comme chambres de compensation de pays tiers. Ce serait évidemment une décision à examiner avec attention. Nous sommes en discussion avec les infrastructures, nous sommes également en discussion avec les superviseurs britanniques et tout le monde est déterminé évidemment à éviter un risque majeur de perturbation des marchés. Emmanuel en dira sans doute davantage, ça c'est prévoir, mais rien n'est évidemment encore acquis. Le deuxième axe des travaux entrepris par l'ESMA, c'est l'information et la facilitation de la préparation des acteurs de marché.
C'est un travail qui a été commencé, comme l'évoquait Xavier Parrain, par la publication dès mai 2017 d'une première opinion générale, suivie par des opinions spécifiques dans les domaines de la gestion d'actifs, dans les domaines des entreprises d'investissement, des infrastructures de marché, mais aussi des entreprises supervisées directement par l'ESMA, à savoir les agences de notation et les référentiels centraux. Pourquoi était-ce important ? Important de rappeler les conditions d'accès au marché unique, important pour assurer la pérennité et aussi l'attractivité de ce marché unique. Important enfin parce que des relocalisations, des notifications de changements significatifs aux agréments déjà en place sont sans doute nécessaires. Important aussi parce que, en ligne avec les grandes orientations données par le Parlement européen et le Conseil, l'ESMA, comme les autres autorités européennes de supervision, est déterminée évidemment à éviter la création de coquilles vides sur le continent. Cela passe par effectivement des discussions, comme l'évoquait Xavier Parrain, au sein du Supervisory Coordination Network, présidé par Verena Ross, d'examen au cas par cas de dossiers d'autorisation. Beaucoup de dossiers ont été vus jusqu'à présent. Les décisions nationales, qui relèvent des superviseurs nationaux, se sont fait attendre, elles s'accélèrent actuellement, elles se sont fait attendre tout simplement parce qu'il y a eu, de la part des entreprises qui cherchaient à se relocaliser, une bonne pratique de shopping en essayant de trouver la solution la moins impactante de leur côté. Mais les choses s'accélèrent actuellement et ça reste de la soft law, comme le disait quelqu'un. Il y a néanmoins une grande attente au niveau des membres du board de l'ESMA. Les membres de ce SCN sont des membres de haut niveau qui peuvent engager leur autorité et ils sont bien conscients aussi, et certains d'ailleurs l'ont demandé explicitement, que parmi ces soft power de l'ESMA, il y a aussi des peer reviews, et une peer review effectivement est prévue pour examiner les conditions d'autorisation accordées dans le cadre des relocalisations du Brexit pour l'année prochaine. Au-delà de l'information des acteurs eux-mêmes, plus récemment, en juillet, début novembre également, l'ESMA a à cœur d'informer au mieux les utilisateurs ou les clients de ces prestataires de services d'investissement britanniques, des référentiels centraux également, des agences de notation, pour que ces utilisateurs et clients soient bien conscients des risques éventuels qui courent si les 10 acteurs ne prennent pas toutes les mesures nécessaires en temps voulu. Il y a un public orienté banque dans la salle. Vous êtes parfaitement conscient que les agences de notation, dont les ratings peuvent être utilisés aux fins prudentielles, pour le calcul d'exigences aux fonds propres, ne sont possibles que si les émetteurs, les agences de notation émettrices de ces ratings, sont agréés et supervisés par l'ESMA. De même, les référentiels centraux qui sont utilisés aujourd'hui pour satisfaire les obligations de reporting dans le cadre du règlement EMIR ne satisferont effectivement ces exigences de reporting que si ces référentiels sont agréés et supervisés par l'ESMA. Nous suivons évidemment les plans de contingence, de secours de ces entreprises. Des progrès significatifs ont été faits. Le temps presse néanmoins, d'où cette volonté de prévenir également les utilisateurs de ces prestataires des conséquences possibles et une invitation claire passée par un communiqué du 8 novembre, notamment aux utilisateurs des référentiels centraux anglais, de s'informer directement auprès de ces référentiels pour savoir si, oui ou non, ils devront se préparer à un portage de leurs données de reporting EMIR en cas d'une absence d'accord rapide. Enfin, s'agissant de la coordination des travaux préparatoires des autorités nationales, je ne reviens pas sur le SCN. En revanche, il y a un point qui cristallise aussi les attentions. L'ESMA, les superviseurs nationaux du marché ont tous une multitude d'accords de coopération avec les superviseurs de pays tiers. Il est évident que la négociation même d'accords de coopération a une dimension également politique dans le contexte du Brexit,
Nous avons donc été relativement discrets sur le sujet. Nous avons évoqué plus directement que un tel accord était en cours de préparation s'agissant des agences de notation ou des référentiels centraux. Des travaux préparatoires similaires sont en cours à l'ESMA au nom des 27 pour trouver un accord de coopération multilatérale avec les autorités britanniques. Ces travaux préparatoires déboucheront naturellement sur des négociations officielles en temps et heure. Nous sommes déterminés, à la fois côté Europe à 27 et côté britannique, à être prêts dans les délais, pour le cas évidemment où il n'y aurait aucun accord ratifié au niveau politique. Enfin, dernier point, il est vrai que le cadre réglementaire et législatif actuel n'a pas été pensé pour une Europe, pour une Union européenne sans le Royaume-Uni. C'est un acteur majeur des services financiers. Deux choses à dire sous ce chapeau. La première, qui est plus urgente, mais qui appelle aussi une action beaucoup plus limitée, et je reviens sur les propos du président Canivet. La revue des contrats, notamment des contrats de dérivés non compensés, est quelque chose sur lequel on a été clair, sur lequel les acteurs de marché, les contractants eux-mêmes doivent prendre des mesures, ont dû déjà largement s'y atteler. En revanche, ce qui ne serait pas juste, ce qui ne serait pas bon pour l'Union à 27, c'est que la novation de ces contrats emporte la création de nouvelles obligations réglementaires auxquelles ces contrats auparavant n'étaient pas assujettis. J'ai en tête, par exemple, l'obligation de compensation sur laquelle l'ESMA a adopté une modification à un standard technique lors de son board de novembre, qu'il reste évidemment à la Commission d'approuver, mais qui vise à permettre, toujours dans le cas où il n'y aurait pas d'accord ratifié au niveau politique, permettre d'introduire une exemption limitée de 12 mois afin que ces contrats puissent être revus, que la novation puisse avoir lieu sans entraîner la dimension punitive d'une obligation de compensation immédiate. Alors que ces contrats sont pour l'instant sous clause de grand-père. Deuxième chose qui pourrait arriver, sur laquelle nous travaillons de concert avec l'EBA et l'EIOPA, l'exigence de marge bilatérale. C'est un sujet sur lequel donc, nous travaillons, que nous avons bien identifié et auquel nous espérons aboutir à une solution identique, temporaire, mais bienvenue à nos yeux. Enfin, l'année a commencé avec l'entrée en application, enfin, du nouveau cadre MiFID II MiFIR. Ce dispositif a introduit un certain nombre de seuils qui ont été calibrés dans le cas de l'Union à 28. Une des conséquences vraisemblables du Brexit sera de devoir revoir la calibration de ces seuils, qu'il s'agisse du double volume cap, qu'il s'agisse des exigences de transparence. Et nous avons commencé à initier le mouvement avec la consultation publique cet été une révision de notre standard technique numéro 11 qui devrait être adopté incessamment sous peu et qui vise à effectivement traiter ce sujet s'agissant du régime dit de tick size applicable aux actions. Il serait injuste que des actions, des instruments donc, de pays tiers demain, dont la principale place de négociation se situerait en dehors de l'Union, impacte négativement la perception de la liquidité des plateformes de trading européennes. Voilà. Je terminerai avec une note un petit peu prudente, en signalant que le grand soir n'est sans doute pas pour demain. Il ne vous aura pas échappé que l'année 2019 sera importante à bien des égards. Elle sera aussi une année très courte sur le plan législatif, avec les élections au Parlement européen, avec un changement de présidence à la tête de la Commission européenne. Et donc, l'ESMA est bien sûr très déterminée à continuer à identifier les points de blocage, les points qui justifieraient un recalibrage, à être force de proposition.
notre système de décision actuel ne permet sans doute pas de régler tous ces problèmes rapidement, et c'est là que l'action du législateur national sera sans doute déterminante. Parfaite transition, Sophie, pour qu'on passe la parole à Sébastien sur le législateur national. Merci beaucoup. Excellente transition. En effet, je le reprends dans l'autre sens. Le gouvernement français a indiqué assez tôt qu'il fallait envisager toutes les possibilités, se préparer pour le pire, se préparer pour le scénario d'une absence d'accord. Et dans ce cadre, on a entamé il y a plusieurs mois un travail d'identification des dispositions interministérielles dans tous les secteurs où il faudrait des modifications pour pouvoir assurer, on va dire, l'absence de problèmes d'irriement. Ce n'est pas d'assurer une transition. Si on est dans un scénario d'absence d'accord, on n'est pas dans le cadre où on essaye d'éviter tout effet. On essaye en revanche d'éviter ou de limiter les conséquences d'effets qui seraient indésirables, profondément désirables pour notre économie ou pour l'Union européenne à 27. C'est le premier point. Ça s'accompagne, ce travail, d'un projet de loi d'habilitation, je vais vous en évoquer les grandes lignes pour les services financiers, mais aussi de communication vis-à-vis des acteurs pour qu'ils se préparent. Acteurs français, pour ce qui nous concerne évidemment, s'agissant des services financiers, également acteurs britanniques, parce que beaucoup des effets avancés comme indésirables peuvent être traités bien en amont par les entités privées. Et ça, c'est un message extrêmement important. N'attendez pas des pouvoirs publics qu'ils résolvent des problèmes que vous-même pouvez résoudre. C'est un élément extérieur pour vous, entités, comme ça l'a été pour l'Union européenne, enfin ceux qui vont y rester. C'est une décision souveraine du peuple britannique, mais chacun doit pouvoir en tirer les conséquences. Et d'abord, les entités privées. Elles sont habituées à s'adapter à des événements extérieurs, celui-là ne dérangeant pas à la règle. Cela étant, il reste évidemment des sujets qu'elles ne peuvent pas traiter. Il y a déjà eu l'évocation de certains sujets. Simplement, pour bien expliquer la séquence, il nous semble extrêmement important que ce qui doit, de manière préférentielle, et évidemment ce qui doit, de manière obligatoire, se traiter au niveau européen, le soit. Je prends un exemple, dans le secteur financier, on a ce qu'on appelle le Single Rule Book qui s'étend sur de plus en plus de domaines. Si on prend l'exemple de la compensation, le gouvernement français, la loi française, n'a aucune capacité à répondre à cette problématique par elle-même. C'est au niveau européen que ça doit être traité. Donc évidemment, nous avons eu de nombreuses discussions avec la Commission européenne sur l'articulation, la bonne articulation des différents messages et analyses que je viens d'évoquer. La Commission a rendu publique une communication la semaine dernière, s'agissant des services financiers, avec un message extrêmement clair. Le risque de cliff edge identifié, et je dis bien le risque de cliff edge identifié, c'est celui de la compensation centrale. La question des contrats non compensés n'est pas analysée comme un risque de cliff edge. La question des contrats d'assurance n'est pas analysée comme un risque de cliff edge. La Commission européenne, à cet égard, traite, en lien avec l'ESMA, du sujet de la compensation centrale, ne considère pas traiter les autres sujets. Le message est très clair. Par ailleurs, à l'inverse, elle ne pourrait pas non plus traiter de tous les sujets, au-delà de ce qu'elles ne le veulent pas. Je pense aux contrats, à la continuité des contrats. Si on part sur des idées de droit contractuel, ils sont bien de droit national. Il n'y a pas une compétence de la Commission européenne pour modifier le droit des contrats en France. Donc ça, cette analyse-là, elle a été faite précisément. Ensuite, sur les champs où ça doit relever du droit national et
mais vraiment de manière subsidiaire, où la Commission ne voudrait pas agir, nous avons décidé d'insérer dans ce projet de loi d'habilitation à procéder par ordonnance pour tirer les conséquences d'une absence d'accord éventuel entre le Royaume-Uni et l'Union européenne à 27, des dispositions en matière financière. En premier lieu, vous avez une première série de dispositions qu'on avait déjà insérées dans le projet de loi Pacte. Simplement, le calendrier du projet de loi Pacte ne nous permet pas, avec certitude, d'imaginer qu'il puisse être voté avant la date fatidique du 30 mars. Ces dispositions sont de deux ordres. La première, la continuité de l'utilisation des conventions cadres en matière de services financiers. Nous avons dans Pacte des dispositions visant à sécuriser juridiquement l'application du contrat cadre ISDA en droit français. C'est un grand travail qu'a mené le Haut Comité juridique de place. L'ISDA ayant indiqué, suite au Brexit, au référendum, il faut que j'ai mon contrat également en droit de l'Union européenne, dont un droit d'obédience, droit civil. Le droit français a été choisi. Le Haut Comité, notamment, a mené l'expertise et a observé qu'à part deux modifications relativement mineures, le droit français permettait d'avoir exactement les mêmes effets que la common law en matière pour ce contrat cadre ISDA. Simplement, nous avons repris ces deux modifications qui sont d'ordre législatif dans le projet de loi d'habilitation par ordonnance Brexit pour s'assurer que, en cas d'absence d'accord, au 30 mars, les acteurs qui doivent basculer dans un droit civil, par exemple se disant il n'y aura pas de reconnaissance automatique des jugements entre le Royaume-Uni et les 27 États membres, contrairement à une situation où on est État membre, eh bien ils le puissent dès la sortie effective du Royaume-Uni. Le deuxième aspect qui est aussi dans Pacte, c'est la continuité de la participation des membres français au système de règlement interbancaire et de règlement de livraison d'instruments financiers de pays tiers, et donc notamment dans le cas d'espèces britanniques. Ça va couvrir dans Pacte CREST, CHAPS, CLS. Les acronymes, vous ne les connaissez peut-être pas tous, mais c'est des systèmes avec un lien extrêmement marqué avec le sterling. Et les acteurs français, il n'y a aucune raison qu'ils pâtissent du Brexit en ce sens, doivent pouvoir continuer à être actifs sur le sterling s'ils le souhaitent, et donc à avoir accès à ces systèmes. La mesure, si on parle sur le plan technique, consiste à étendre les bénéfices de la directive finalité, donc à s'assurer de la finalité des paiements, et donc à s'assurer qu'en cas de difficulté d'un membre, ce soit bien le droit applicable à ces entités, donc en l'espèce le droit anglais qui s'applique, et qu'il n'y ait aucune interférence possible avec le droit des défaillances français. Donc ça, c'est une disposition qu'on avait mise dans Pacte et qu'on reprend ici pour s'assurer qu'au 30 mars, quel que soit le résultat des discussions entre l'Union européenne à 27 et le Royaume-Uni, et quel que soit le sort d'un éventuel accord, on l'attend pour dimanche, nous espérons, au Parlement britannique, on puisse assurer aux acteurs financiers français qu'ils auront toujours accès à ces systèmes. Il y avait un deuxième aspect, ça a déjà été évoqué ici, mais que nous intégrons dans ce projet de loi de l'habilitation, qui est d'assurer, en cas de sortie sans accord, la continuité des contrats financiers régulièrement conclus avec l'entité britannique avant la perte de leur passeport financier. Comme l'a expliqué le président Canivet extrêmement clairement, ça n'est pas tellement une question de continuité des contrats avec la date précise du Brexit, c'est en revanche une question que ces contrats peuvent, effectivement, dans leur application, ne plus être valides post-Brexit. C'est là où j'en reviens, il y a une incitation forte à ce que ces contrats soient transférés avant Brexit. Simplement, nous ne pouvons pas être totalement
assurer que ce soit fait entièrement avant le Brexit et qu'il faut donc prévoir dans notre loi, après on verra l'application concrète, mais au moins avoir cette possibilité de dire nous pouvons avoir des mécanismes facilitant pour les contrats qui n'auraient pas été transférés avant le Brexit, à ce qu'ils le soient aussi proprement possible et sans trop de conséquences post-Brexit, mais de manière rapide, évidemment. Donc il ne s'agit pas de sécuriser que ces contrats puissent rester en l'état, c'est vraiment d'inciter, pour ceux qui n'auraient pas pu le faire avant le Brexit, à ce qu'ils le fassent rapidement ensuite. Ça peut couvrir naturellement les contrats d'assurance, et Edouard les a évoqués. Ça peut aussi couvrir les contrats de dérivés non compensés. Quand je dis peu, et je vais en terminer par là, il faut bien être clair que c'est un projet de loi d'habilitation. Nous n'avons pas écrit ce qu'on appelle en dur, c'est-à-dire directement les dispositions. D'une part, parce que le calendrier parlementaire nous laisse à penser, vu le calendrier très serré qui nous attend, qu'il vaut mieux procéder par ordonnance. Aussi parce que nous sommes évidemment en lien avec le calendrier des discussions qui se passent au niveau entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Aussi parce que l'analyse, nous l'avons menée, mais quand on rentre dans les sujets et dans les détails, nous observons bien qu'il y a toujours des sujets un peu nouveaux ou à préciser ou à compléter, et qu'il nous faut en fait pouvoir déposer plutôt les dispositions législatives aussi tardivement que possible, évidemment avant quand même le Brexit. Et ça, c'est le choix des ordonnances, donc ce dispositif qui en fait permet au gouvernement, après avoir demandé l'accord au Parlement, de légiférer directement. Je crois que c'est très adapté à ce sujet, vu les aspects calendaires. Donc, le projet de loi d'habilitation a été examiné par le Sénat en première lecture, va l'être par l'Assemblée nationale courant décembre, dès après l'examen de la loi de finances. Nous préparons évidemment de manière anticipée les projets d'ordonnance qui pourront, dès la loi votée, donc avant la fin de l'année normalement, être déposés au Conseil d'État pour leur examen et une entrée en vigueur effective dès leur publication avant le Brexit. Donc, beaucoup de travaux en la matière et au regard des calendriers, il nous semble assez clair que nous ne pouvons pas espérer échapper à ce travail. Ce que nous pouvons juste espérer, c'est que ce travail soit inutile. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Alors parlons maintenant du travail inutile que nous allons faire nous. Et donc je passe la parole pour ça à Barbara. Oui, donc nous, comme on vient de le constater, nous sommes dans une situation qui est inédite, avec beaucoup d'incertitudes. Donc incertitudes sur ce qui se profile devant nous le 29 mars. Est-ce qu'il y aura un accord? Est-ce qu'il n'y aura pas d'accord? Et s'il y a un accord, est-ce que ce sera avec une période transitoire ou avec certains aménagements? Donc incertitude au niveau de la date et de ce qui adviendra donc à cette date. Incertitude aussi au niveau des conséquences. Quelles seront les conséquences en cas de Brexit pour les sociétés financières? Nous avons donc travaillé collectivement pour essayer de déterminer toutes ces conséquences, mais nous ne sommes peut-être pas en fait sûrs d'avoir tout vu. Et puis également incertitude sur les solutions qui pourraient être apportées, donc les solutions européennes ou nationales comme ce qui vient d'être évoqué à l'instant. Est-ce qu'il y aura véritablement en fait une mesure qui pourra être totalement adaptée à la situation? Ça évoluera certainement en fonction de la situation politique et l'avancée des discussions. En tout cas, avec ces éléments-là, bien évidemment, la CPR avait un rôle, et le rôle qu'elle avait, qui est aussi le rôle des autorités européennes de supervision, était de pousser, d'inciter les entreprises à s'organiser, à mettre en place ces plans de continuité, ce qu'elle a fait donc depuis déjà de nombreux mois. C'est ce qu'on a vu donc ce matin dans le cadre de la première table ronde.
Elle a poussé ces entreprises à s'organiser, à transférer leurs contrats, puisqu'en fait, on a quand même une certitude, c'est que les contrats en cours restent valables, et par contre, que ces entreprises ne pourront plus user de leur passeport européen pour exercer leur activité en France. Donc, il fallait absolument que ces activités puissent être transférées, relocalisées dans une entité qui puisse exercer en France, donc une entité existante, une entité à créer. Donc, c'était le premier rôle véritablement de la CPR. Simplement, on s'aperçoit maintenant que tout n'est pas réglé et tout ne sera pas forcément en fait réglé le 29 mars. Alors pourquoi? Parce que par manque de temps pour certaines, parce qu'effectivement les procédures anglaises sont longues, donc le processus peut être largement entamé, mais par contre pas totalement terminé. Peut-être par manque de moyens aussi, puisque certaines entreprises ont attendu un petit peu de voir comment se déroulaient les négociations avant d'entamer les démarches. Donc ils s'y sont prises aussi peut-être un peu tardivement. Et puis aussi parce que certaines situations ne correspondent absolument pas non plus à la nécessité d'un transfert, notamment les sociétés qui ne souhaitent plus exercer en France et qui ont par contre un stock de contrats qui sont toujours en cours et qu'il convient de liquider. Alors pour ces trois types d'entreprises qui ont rencontré en fait ces problèmes, il faudrait, à notre sens, effectivement une mesure qui puisse leur permettre, lorsqu'ils ont commencé à entamer leur transfert, continuer à pouvoir exécuter ces contrats et à transférer, continuer leur démarche de transfert jusqu'à leur règlement. Et à défaut de règlement donc, de ces opérations de transfert, il serait nécessaire, bien évidemment, de mettre en place un système qui puisse permettre de liquider les contrats tout en gardant une surveillance de l'autorité de la CPR, puisqu'il s'agit de contrats généralement français, conclus en France, et qui nécessitent une protection que pourrait en fait assurer la CPR, notamment dans le cadre d'un plan de liquidation avec un certain nombre de demandes qui pourraient être faites à ces sociétés, notamment en termes de modalités d'organisation, en termes de moyens mis en œuvre en fait, dans le cadre de cette liquidation, mais pour continuer à assurer cette surveillance post-Brexit par l'autorité française. Voilà actuellement donc, où nous en sommes au niveau des réflexions. Bien évidemment, ce sont en fait des sujets qui sont traités, que ce soit au niveau européen avec les autorités européennes de supervision, puisque l'idéal, ce serait que tous les pays puissent avoir en fait un système qui mis en place qui assure en fait cette protection suffisante, et puis également bien évidemment avec la Direction générale du Trésor pour voir quelles sont les modalités les plus adaptées qui pourraient être mises en place en France. Voilà. Merci Barbara. Emmanuel. Bonjour à tous, merci Édouard. Alors moi je vais prendre une perspective très, très opérationnelle en tant que Banque de France. J'ai entendu Sophie qui parlait de la communication de ce matin de l'ESMA qui sera vraisemblablement, si elle se matérialisait, un grand soulagement pour les aspects infrastructure de marché, les avancées au titre de la négociation aussi qui permettraient un deal qui du coup laisserait lettre morte tout ce que je vais énoncer là, hein, mais tant mieux, et bien entendu le dispositif de secours au niveau national. On a travaillé depuis 2016, avant même le Brexit, pour diagnostiquer l'impact sur les acteurs de marché, sur les aspects financiers, post-marché et marché du Brexit,
en établissant une espèce de cartographie des interdépendances et des dépendances pour les acteurs européens vis-à-vis de la place de Londres. Alors, je vais commencer par les bonnes nouvelles. On n'en parle jamais ou peu, parce que finalement, c'est ce qui est le plus facile, mais c'est quand même des aspects très importants sur les aspects infrastructures de marché. C'est qu'il y avait des endroits et des segments d'activité sur lesquels on n'avait pas, où on n'a toujours pas d'inquiétude fondamentale et où on ne voit pas de risque systémique vis-à-vis en termes de no deal. Notamment, il y a très peu d'interdépendance entre le continent, la France, le continent et le Royaume-Uni sur la partie système de paiement et règlement livraison. Il y a bien entendu des relations, mais on a ici des systèmes de paiement ou de règlement livraison au Royaume-Uni qui servent d'abord leur marché, sont le marché domestique britannique et qui ne servent pas les marchés continentaux, sauf bien entendu pour quelques acteurs européens qui sont actifs sur le marché domestique britannique. Dans ce cas-là, les dispositions qui sont prévues notamment par les ordonnances futures à venir devraient permettre aux acteurs français qui sont actifs sur les systèmes de paiement qui ont été mentionnés, CHAPS et le système de règlement livraison, de continuer à pouvoir participer. Donc ça, c'est quand même un point important à dire, parce que paiement et règlement livraison, c'est non négligeable. Ensuite, il y avait un point qui était important en 2016 et qui s'est résolu en fait de façon assez mobile et assez sereine. C'est sur les aspects plateforme de négociation. On a une place de Londres qui, en 2016, était encore très dominante, et le reste encore, sur la négociation actions, les MTF que vous connaissez tous, sur les actions, sur les titres obligataires, y compris de la zone euro, qui étaient situés à Londres essentiellement. Il y a eu des annonces au cours des derniers mois, y compris au cours des toutes dernières semaines, de relocalisation de ces plateformes. Alors ça concerne par exemple les MTF turquoises, mais ça concerne aussi les plateformes de négociation de titres d'État type MTS ou BrokerTec qui se sont relocalisées dans différents endroits au sein de l'Union européenne selon un système polycentrique qui était évoqué précédemment. Donc là, on a eu des actions. Je ne vais pas minimiser les efforts qui ont été faits pour y arriver, mais qui permettent d'enlever une forte hypothèque en matière d'accès. Puis au-delà des plateformes de négociation, il y a aussi des relocalisations qui ont été annoncées, même si elles restent à être matérialisées, sur les entités que mentionnait Sophie, des référentiels centraux de données, les trade repositories, qui sont essentiels pour monitorer toutes les transactions sur les marchés financiers, et qui, pour la plus grosse d'entre elles, a déjà annoncé un spin-off, on va dire, du côté de Dublin. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles. Alors, je n'ai pas encore parlé de la compensation, parce que là, ça commence à devenir un peu plus complexe, sauf si, bien entendu, on arrive à des dispositions qui lèvent toutes les hypothèques. De façon structurante et structurelle, il y a deux paramètres fondamentaux qui permettent de créer une matrice des risques quand on regarde, quand on fait face à une situation de no deal en matière de compensation. D'abord, il faut voir et mesurer s'il y a une offre alternative sur le continent en matière de compensation. Et le deuxième paramètre fondamental, c'est de savoir et de mesurer la maturité moyenne des transactions compensées, et si, en conséquence, il y aura ou non, après le 30 mars, l'existence d'un stock significatif à Londres dans les chambres de compensation. Alors, on sait que sur plein de segments d'activité, le Royaume-Uni offrait la compensation de façon assez monopolistique, y compris pour les acteurs de l'Union européenne, y compris en euros. Néanmoins, on peut dresser trois catégories. La première catégorie, celle qui pose le moins de problèmes, et ça aurait été bien que toutes les catégories soient sous le même chef, c'est celle où on voit d'abord une offre de services de compensation alternative
au sein de l'Union européenne, à 27, et où les transactions sont par nature très courtes, transactions compensées. Ça correspond à deux segments de marché que vous connaissez bien, le repo et le cash equity. Alors, sur le cash equity, c'est facile, hein, c'est des maturités de 2 jours, donc par essence, il n'y a pas de stock, puisque c'est les transactions sur la bourse, sur les échanges en cash. Pour le repo, il y a des maturités un peu plus longues. Néanmoins, on a des maturités qui sont sur du marché monétaire. Et puis, il y a surtout une offre alternative importante sur le continent. Et il y a eu un plan d'action très raisonné de la part du groupe LCH qui offrait une grosse partie de la compensation sur le repo, sur dette d'État allemand notamment, mais aussi sur dette d'État belge, finlandaise, etc., pour transférer l'activité depuis LCH Limited à Londres vers LCH SA. Le plan a déjà été commencé, opérationnalisé en octobre sur la dette d'État belge. Il devrait être achevé en février avec le transfert des autres dettes d'État souveraines de la zone euro qui sont encore compensées chez LCH Limited vers LCH SA, notamment qui comprend la dette d'État allemande, donc tout ce qui est repo sur le Bund. Donc ça, on a eu un plan d'action et ça a été bien réalisé et qui lève les hypothèques en la matière. Ensuite, on a des situations plus préoccupantes à 2 degrés différents. Le premier degré de préoccupation et de souci, si on n'a pas de reconnaissance des CCP britanniques, c'est quand on est dans un cas de figure où on a une absence d'offres de services alternatives sur le continent, même quand on est dans des situations avec des transactions de très court terme et où on n'a pas de stock à gérer finalement. Alors là, ça va être le cas de quoi ? De 2 marchés de dérivés listés, que ce soit les STIR, les Short Term Interest Rate, donc les marchés de dérivés de taux courts listés, qui sont les marchés Life listés dans le groupe ICE et sur compensés chez ICE Clear Europe, et le marché des commodities. Là, on a des problématiques qui sont, certes, pas de stock à gérer, néanmoins, un problème d'accès. Il y a des moyens de trouver des accès par des acteurs locaux, y compris au sein d'un même groupe bancaire, quand il y a des acteurs situés à Londres dans le groupe. Donc on peut continuer à compenser. Il n'y a pas donc de risque d'interruption brutale et nette en la matière. Néanmoins, il y a une problématique de coût en termes de fonds propres. Si les CCP en question n'étaient pas reconnus, ça fait des non-qualifying CCP et ça entraîne une aberration en termes des exigences en fonds propres face aux transactions qui pourraient continuer à être compensées dans ces CCP. Et selon nos indications, le dialogue qu'on a avec les principaux acteurs de la place en la matière, les coûts seraient très dissuasifs et pourraient remettre en question la pérennité de l'activité. Pour autant, c'est des coûts. Ce n'est pas une problématique de stabilité financière intrinsèquement avec une dislocation complète du marché. C'est des coûts qui peuvent être absorbés à court terme, qui sont plus difficilement absorbables à long terme. Donc, c'est une problématique de business case et de pérennité qui n'est pas à minimiser, mais qui n'est pas néanmoins du même degré que la dernière catégorie, à laquelle je voudrais prêter un peu plus d'attention, qui est celle des dérivés de taux d'intérêt OTC, de gré à gré, qui là est clairement le segment sur lequel on voit du risque systémique s'il n'y a pas d'accord, s'il n'y a pas de reconnaissance des CCP britanniques, et en l'occurrence de la CCP qui a une position monopolistique, qui est LCH Limited. Certes, il y a des offres alternatives sur les dérivés de taux OTC. Celle de Rex, pour faire clair, et c'est celle qui prend le plus d'ampleur depuis quelques mois. Mais le problème fondamental en la matière, c'est le stock. Je ne vais pas vous dire combien il y a de dizaines de milliers de transactions
compensée pour chacune des gros groupes bancaires français au sein de LCH Limited, mais c'est très très important. On a en face de cela donc un stock qui a vocation à durer bien au-delà du 30 mars 2019. On a en face de cela, de surcroît, des CCP britanniques, en l'occurrence LCH Limited, mais également la Banque d'Angleterre qui a communiqué sur le sujet tout début octobre, qui doutent, en l'absence de reconnaissance des CCP britanniques, non pas de la continuité du contrat, mais de la capacité des entités de l'Union européenne qui sont participants à la CCP de continuer à pouvoir exercer leurs obligations vis-à-vis de CCP non qualifiés au titre de la gestion du stock. Notamment, il y a un cas de figure simple et complètement à bannir, bien entendu, mais qui n'est pas à exclure non plus. C'est celle du cas d'un défaut au sein de la CCP, la gestion du défaut qui implique des enchères auxquelles tous les clearing members doivent participer pour reprendre la position du participant défaillant. Si un clearing member de l'Union européenne n'est pas à même de renouer de nouvelles transactions avec la CCP parce que non qualifiée dans le cadre de ces enchères, elle n'est pas à même, le clearing member n'est pas à même de poursuivre et de maintenir ses obligations vis-à-vis de la CCP. Donc c'est ce que la CCP britannique fait valoir comme les autorités britanniques pour dire, et c'est ce que mentionnait Sophie il y a quelques minutes, eh bien je serai obligé avant telle date, c'est-à-dire 3 mois avant le Brexit, de sortir les clearing members de l'Union européenne des CCP britanniques à cause de ce type de fait-là, s'il n'y a pas de reconnaissance mutuelle. Cette problématique, elle est vraiment elle serait absolument terrible et très préjudiciable pour la stabilité financière, car vous connaissez la volumétrie attachée aux dérivés de taux d'intérêt, au caractère absolument essentiel pour le financement de l'économie, de n'importe quel prêt, de n'importe quelle émission obligataire, de n'importe quelle structuration. Savoir qu'une grosse partie des dérivés de taux devraient être débouclés en urgence de façon désordonnée, soit avant le 30 mars, soit le 30 mars par la CCP elle-même, ce serait forcément un désordre assez colossal dans le marché financier et sur le marché des taux, que ce soit en euros, mais dans toutes les autres devises, qui, bien entendu, affecterait les clearing members concernés de l'Union européenne, mais aussi leurs contreparties, parce que là, il n'y aura pas de frontières en la matière avec un tel désordre. Donc c'est bien entendu ce qui guide l'action de l'ESMA, de l'Union européenne. Le commissaire, le vice-président Dombrovskis, on a déjà parlé il y a quelques semaines pour dire que sur cet aspect des infrastructures de l'application d'EMIR, finalement, il y aura vraisemblablement une reconnaissance pour éviter un tel désordre financier. Moi, je vais conclure parce que j'étais un peu longue, excusez-moi, mais je voudrais juste souligner 4 éléments de conclusion qui ont trait plus particulièrement à la compensation. Le premier, c'est, comme il a été dit, je vais le répéter, il faut rapatrier le plus tôt possible, en fait, dès maintenant, si ça n'a pas été fait, toutes les transactions qui sont rapatriables sur des chambres de compensation qui offrent des services au sein de l'Union européenne. Il y a des coûts d'opportunité que certains nous opposent au titre d'une moindre liquidité, de coûts de compensation plus importants sur des chambres au sein de l'Union par rapport à ce qui est en Grande-Bretagne. C'est vraisemblablement transitoire. Et ça ne peut pas dissuader de cette bascule, parce que ce serait vraisemblablement à long terme un mauvais calcul. Parce qu'il y a un argument à prendre en compte, c'est que les acteurs non européens ont aussi tout à fait intérêt à une bascule de leurs transactions, libellées notamment en euros sur le continent. C'est la bonne gestion du risque de liquidité. Là, c'est la Banque centrale qui parle, tout simplement. Il est peu probable que des acteurs non européens continuent à compenser en euros dans des CCP qui sont loin du ressort juridictionnel de l'eurosystème, qui ne sont pas reconnus, pas qualifiés, et qui donc sont plus vraisemblablement sujettes à une dégradation
de leur cadre de gestion du risque de liquidité, notamment dans les devises de l'Union. Donc ça, c'est un point important et je pense que n'importe quel directeur des risques dans une banque, il sera très sensible, qu'elle soit européenne ou non. Ensuite, ce qui est très important, c'est de développer des offres alternatives de compensation sur le continent. Alors, je ne dis pas une offre, je dis des offres. Le gouverneur l'a déjà mentionné ce matin. Il faut absolument éviter la construction de monolithes dont on serait complètement dépendant, qui deviennent too big to fail et qui peuvent à un certain moment mettre en danger la stabilité financière. Donc ça, c'est aussi valable au sein de l'Union européenne à 27. Et puis la question du off-boarding, c'est quand même une belle illustration, malheureusement, avec du problème de mésalignement des objectifs entre autorités, notamment entre le superviseur de la CCP, entre les autorités en charge de la stabilité financière des marchés servis. Quand ils sont distincts, et là en l'occurrence c'est le cas, en l'occurrence, et que leurs mandats ne sont pas alignés, il y a des contradictions fondamentales qui peuvent mettre en péril la stabilité financière. Et c'est ce qui est à la base et qui explique la révision d'Emir 2 en mettant en place une approche proportionnée des risques et en envisageant la nécessité, une exigence de relocalisation des activités pour certaines activités de compensation substantiellement systémiques pour l'Union européenne. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il n'y ait pas de questions dans la salle sur le Brexit, donc c'est vraiment le moment de les poser. Je me tourne vers vous pour savoir, parmi les très très nombreux sujets qu'on a effleurés, mais on a essayé de faire vraiment le point de l'actualité, où on en est aujourd'hui, y compris avec les plus récentes nouvelles, pour essayer de vous apporter quelques réponses, mais cela m'étonnerait qu'on ait épuisé vos questions. S'il vous plaît, vous pouvez apporter le micro. Merci, Monsieur le Secrétaire général. En fait, j'ai une question. Je n'ai pas du tout l'intention d'épuiser le sujet des chambres de compensation, mais je voudrais appeler votre attention sur 2-3 sujets qui sont liés. Parmi les craintes qu'on a, il y a notamment la possibilité de la Chambre de compensation européenne de pouvoir absorber au quotidien les volumes de transactions. Et donc, est-ce que la Banque de France est confortable à cet égard? Est-ce que vous pensez que... est-ce que vous partagez nos craintes, ou est-ce que vous pensez qu'il y a des progrès tels qui ont été faits que c'est une crainte sur laquelle on peut se rassurer? Et la deuxième question que j'aurais, vous avez parlé notamment des dérivés taux courts qui sont listés sur le LIFE. Et je voudrais juste appeler votre attention sur le fait qu'il y a aussi des aspects de reporting. C'est-à-dire que si le LIFE n'est pas reconnu demain temporairement, il faut mettre en place un reporting et ça ne se fait pas, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et puis le dernier commentaire que je ferai, c'est qu'on entend dire qu'un certain nombre d'autorités de marché européennes auraient des réticences à maintenir les accès des entités de pays tiers au marché réglementé européen. Et donc, et notamment au regard de l'interprétation de MiFID, etc. Donc, ça, évidemment, c'est un souci, parce que ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur est-ce que l'Europe veut être toujours un marché ouvert ou pas. Et donc, là, c'est plutôt une question pour Madame Vuarlot-Dignac. Est-ce que c'est un sujet dont vous avez déjà parlé au sein de l'ESMA? Est-ce que cette rumeur qu'on entend, c'est quelque chose qui a un fondement, ou est-ce que ce sont là encore des inquiétudes où on cherche à se faire peur?
vais commencer sur la première question, sur l'absorption des volumes de transactions. En l'occurrence, je pense que vous faites allusion aux dérivés de taux OTC qui auraient vocation à basculer, notamment chez Eurex, tout simplement. Alors, j'ai mentionné tout à la fin, au titre des key takeaways de ces 2 dernières années, le problème de la CCP monopolistique, dont on dépend, dont on surdépend et dont les bonnes volontés sont ensuite complètement cruciales pour la stabilité financière. Si notamment je mentionnais la nécessité de développer des offres de services de compensation, c'est pour que ces offres, la compensation, elles ne soient pas concentrées en un seul point, qui pourrait devenir too big to fail et qui pose ensuite des problèmes de systémicité en termes financiers pour l'ensemble des acteurs et au niveau européen, voire mondial. Et donc, à cet égard, la place de Paris a réfléchi depuis assez longtemps au développement d'une offre alternative pour offrir justement cette diversité qui est nécessaire au vu de la stabilité financière, mais aussi pour répondre au mieux aux besoins des acteurs en termes d'innovation et tout simplement de compétitivité qui est relativement saine sur des marchés comme ça, même si on sait qu'il y a effectivement de l'efficacité à concentrer pour une large mesure les flux en un seul endroit pour les bénéfices de netting. Donc oui, il y a besoin de développer des offres. On n'a pas besoin de 4, 5 offres, mais 2, 3 vraisemblablement, oui, crédibles et liquides sur le continent européen, selon le modèle polycentrique décrit par le gouverneur plus tôt ce matin. Non. Alors, à titre personnel, je n'ai jamais entendu parler de ce problème-là. On n'a pas entendu parler non plus dans les récents meetings du Board of Supervisors de l'ESMA. J'avoue que j'ai du mal intuitivement à comprendre ce qui pourrait motiver ces décisions. Alors, pour faire très court sur la rumeur, elle n'est pas parvenue jusqu'à nous, en tout cas jusqu'à moi. Mais si vous en savez plus, si vous avez des noms, mais surtout des raisons qui pourraient motiver de telles... je ne pense pas qu'on parle de décision, mais plutôt de telles craintes, j'aimerais bien en savoir plus. Voilà, vous voyez que vous pouvez poser des questions, mais apporter des informations aussi. Je vous en prie. Daxia Rojas de la GFI Quotidien. J'ai une question pour la CPR. En fait, je voulais revenir sur les demandes de relocalisation du Royaume-Uni vers la France. Et notamment, il y a Bernard Delac qui parlait d'une 50aine de dossiers qui étaient en cours de traitement. Et je voulais revenir pour comprendre quel est le nombre de demandes totales cette année, de demandes de relocalisation. Et est-ce que ça s'est accéléré ce trimestre? J'imagine que oui, comme pour l'AMF disait la même chose. Et combien d'agréments ont déjà été délivrés? J'aurais du mal à vous répondre aux chiffres près, de mémoire. Ce qui est l'ordre de grandeur, la 50aine, c'est ce qu'on a présenté au dernier collège, c'est d'ailleurs pourquoi Bernard Delas le citait. Et il est évident qu'on a une accélération depuis l'été. En fait, depuis que les gens ont perdu espoir d'avoir, avant la fin de l'année, des garanties sur le fait qu'il y aurait un deal. Parce que c'est ça, en fait. On sentait bien qu'il y avait des gens qui ne faisaient pas. Et nous, à vrai dire, espérer n'est pas le mot, mais nous craignons plutôt que, y compris, il y a quand même un stock qui ne se soit pas encore complètement manifesté. Ce n'est pas impossible. En ce qui concerne les établissements qui ont déposé leur dossier dans les temps normaux, dans les temps accélérés que nous avons proposés pour le Brexit, ils auront tous leur agrément avant la fin de l'année. On a encore quelques séances et on aura aussi des séances bien sûr en janvier, en février, en mars. On peut absorber ce qui a été les derniers arrivés. Évidemment, si on a des derniers arrivés après décembre, là, si on n'a pas un régime d'autorisation temporaire ou quelque chose, on n'y arrivera pas.
C'est encore une dernière vague. On a eu la vague des structurels, la vague je dirais, après l'été et à l'automne. On a une vague additionnelle de l'hiver. Là, dans les procédures normales, on ne peut pas être absolument sûr de l'avoir. Mais pour l'instant, on est bien dans cet ordre de grandeur d'une cinquantaine, et c'est un ordre de grandeur qui ne nous surprend pas et qui est tout à fait gérable par les procédures qu'on a mises en place sur le Brexit. Oui, on a dû donner, je pense, une dizaine, déjà. Mais plusieurs sont vraiment en cours, là, en ce moment. Louise Lady, BPCE. Concernant la volumétrie de LCH, actuellement traitée, et la problématique de EMIR 2.2, c'est-à-dire la réglementation européenne qui, un jour, stipulera que des entités continentales ne peuvent pas continuer à être sur des chambres de compensation dites systémiques. Est-ce que vous avez une idée de la date d'entrée en vigueur? Je sais bien que la législation n'est pas encore tout à fait aboutie. De EMIR 2.2, je comprends que tout le monde veut que ça arrive, mais il ne faudrait pas que ça arrive avant qu'il y ait eu des offres concurrentes et que les marchés soient rassurés sur le sujet, si je puis dire. Voilà. Je crois que... Sur le calendrier, ce que je peux vous indiquer, c'est que le Parlement européen donc, a rendu son texte il y a déjà plusieurs mois. Le Conseil européen est vraiment en voie de finalisation. Il y a eu une procédure de silence, elle a été rompue par deux pays où c'est pas surprenant, un troisième où là c'est plus surprenant. Je ne pense pas que ça retarde trop. Nous, ce qu'on vit, c'est quand même un accord au Conseil dans les toutes prochaines semaines et avant la fin de l'année. Ça nous paraît quand même vraiment l'objectif à atteindre. Et je crois que la présidence autrichienne fait tout en ce sens. Ensuite, vous avez une phase de trilogue. Oui. L'idée des trilogues, le Parlement l'avait déjà indiqué au niveau Galtieri, je pense que le Conseil le redira aussi clairement. L'objectif, c'est vraiment d'avoir EMIR 2.2 promulgué avant l'arrêt des travaux, notamment au Parlement. Donc ça nous met fin du premier trimestre au plus tard. Avant les élections européennes. Avant les élections européennes. Ensuite, sur la deuxième partie de votre question, qui est quand est-ce que ça peut être effectivement mis en œuvre? Parce que ça, c'est la législation de niveau 1. Ensuite, vous avez des actes délégués qui doivent être pris. Bon, on connaît l'importance de ce sujet. Je crois qu'il y a eu des discussions, des affirmations faites sur la communication de la Commission puis de l'ESMA, où on voit bien qu'à date, l'idée, en cas d'absence d'accord, de passer la date du 30 mars 2019 reposera nécessairement sur le cadre actuel, donc EMIR 1. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une motivation, il y aura une incitation très forte à ce que le cadre d'EMIR 2.2, si vous l'appelez comme ça, soit mis en place très rapidement pour clarifier de manière là plus pérenne le sort par rapport au CCP de pays tiers, notamment britanniques. Je crois que c'est toute la séquence. Donc la législation de niveau 1 avant les élections européennes et de niveau 2 après. Forcément après, mais rapidement après. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, là-bas. Attendez, bravo. Bonjour. Est-ce que la continuité des contrats pourrait être mise en péril par notamment les différents les benchmarks et leur compliance avec la nouvelle régulation BMR? Est-ce que ça pourrait entrer sur le changement de taux? Enfin, vous avez un vrai sujet de date émis par l'industrie par rapport à l'entrée en vigueur de la régulation benchmark, puisqu'on sait que l'EONIA et le RIBOR, dans leur état actuel, ne sont pas forcément compliantes avec cette régulation benchmark. Il y a les travaux en cours sur la refonte EONIA et Euribor. Est-ce que ça sera prêt au temps? C'est une problématique qui, pour nous, n'a pas à voir avec le Brexit, mais qui génère, j'ai envie de dire, le même type d'appréhension et le même type d'aspect calendaire, de respect calendrier. Je crois que les messages qui ont été passés en ce sens, c'est
Il faut vraiment aussi que l'industrie s'en saisisse. Côté pouvoir public, notamment la BCE, je crois, sous le contrôle d'Emmanuel, et ils travaillent de manière très approfondie. Il y a actuellement des discussions, notamment au Parlement européen. Vous avez un règlement dans le cadre de la finance durable, où il y a benchmark vert, où vous avez des propositions d'amendements, pas encore votées, il y aura une discussion au Parlement, pour le cas échéant, regarder cette question de la date d'entrée en vigueur de la réglementation benchmark. C'est loin d'être décidé. En revanche, il ne faut absolument pas que ça retarde en quoi que ce soit les travaux sur la refonte des indices. Mais vraiment, par rapport au Brexit, il n'y a pas de lien. Bonjour, Christophe Nidam, Capital Action. J'ai trouvé les discours de mesdames Vuarlot et Assouan un peu anxiogènes en matière de dérivés de taux OTC, notamment au niveau des CCP. Donc une question qui est peut-être une question de clarification. Est-ce que ce côté risque systémique anxiogène serait lié uniquement au cas du hard Brexit ou serait quand même là dans le cas où l'accord de la semaine dernière serait signé ce week-end? Merci. Alors, je suis désolée si j'ai été anxiogène, j'ai juste voulu faire un tableau très, on va dire, très direct de la situation. S'il y a un accord, cette configuration-là que je décrivais, c'est-à-dire de dénonciation de la participation des clearing members de l'Union européenne à LCH Limited, en l'occurrence, ça n'a plus lieu d'être, bien entendu, puisqu'il y a une réassurance du côté britannique, pour les Britanniques, du caractère reconnu des CCP britanniques. Donc, c'est ce que j'avais commencé par dire. Ce que je vais décrire n'aura vraisemblablement pas lieu d'être. Je ne pensais pas avoir été anxiogène, mais permettez-moi de l'être 5 secondes. Vous parlez d'un accord qui pourrait être conclu ce week-end. Non. Par les chefs d'État des 27, oui, vraisemblablement. En revanche, le Parlement britannique, lui, ne sera pas appelé à voter avant probablement mi-décembre, et là, les choses sont beaucoup plus incertaines. Et donc, c'est précisément du fait de cette incertitude-là, et du fait, par ailleurs, ça c'est factuel, du caractère systémique des CCP britanniques, que nous avons communiqué ce matin une déclaration qui, je pense, devrait rassurer les acteurs de la place. Les préparatifs pour une décision de reconnaissance des CCP britanniques comme étant des CCP de pays tiers reconnus par l'ESMA est en cours. Et ça fait suite à une communication, bien sûr, à l'article publié par le Financial Times sur la communication de M. Dombrovskis, le vice-président de la Commission, disant que la Commission était également tout à fait consciente des enjeux, qui fait suite également à la publication le 13 novembre dernier d'un communiqué très précis auquel Sébastien Raspierre a fait allusion également, publié par la Commission européenne, qui précise que s'il y a un sujet sur lequel la Commission est déterminée à agir, c'est celui-ci, à travers une décision d'équivalence qui sera certes limitée, conditionnelle et prise exclusivement s'il n'y a pas d'accord. Mais voilà, donc l'idée c'est plutôt de vous rassurer. Il y a des risques, oui, autant ne pas se voiler la face. En revanche, les déclarations de la Commission de l'ESMA sont faites vraiment pour vous dire que si jamais ces risques devaient se matérialiser avant la fin de l'année, des actions seraient prises. Les décisions attendraient peut-être plus tard, mais en tout cas, les dialogues sont déjà en cours, les travaux sont en marche. Donc j'espère que l'anxiété pourrait être rassurée sur ce plan-là. Permettez-moi de rajouter, c'est au contraire, on a là un risque parfaitement identifié sur lequel les autorités compétentes au plus haut niveau, donc la Commission et l'ESMA, viennent dire que nous prendrons les mesures nécessaires. Ce que disait Emmanuel, c'est que justement, il faut veiller aussi à, dans l'avenir, ne pas se retrouver
dans une situation comme ça. Et là, c'est une démarche préventive et ce n'est pas une question anxiogène de risque pour le 30 mars. C'est qu'il faut absolument être capable de se retrouver dans un système polycentré qui ne repose plus jamais ce même type de problème. D'autres questions? Pardon? Par là? Oui. Oui, bonjour, Pierre Chédeville, Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Oui, j'avais une question. Il semblerait que nos amis américains se soient invités un petit peu dans les négociations concernant les chambres de compensation, puisque j'ai pu lire récemment quelques articles de journaux, pas très très clairs, mais qui sembleraient indiquer que la Fed, en tout cas les autorités de tutelle, prennent fait et cause pour les chambres de compensation britanniques et envisageraient d'interdire à leurs banques d'utiliser les chambres de compensation qui pourraient être mises en place au niveau de l'Europe continentale. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce positionnement des autorités américaines par rapport à cette problématique du Brexit et des chambres de compensation, notamment sur les produits OTC? Merci beaucoup. Pas Brexit, mais vu la question politique... Non, mais c'est dans le cas des discussions EMIR 2. Le patron de la CFTC s'est exprimé. Alors, son discours a une tonalité qui peut avoir quelques nuances suivant que c'est prononcé à Tokyo ou à Chicago. En revanche, dans nos discussions, on a beaucoup échangé, la Commission évidemment en premier lieu, mais aussi bilatéralement. Son point d'intention, ça n'est pas du tout sur le sujet de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des CCP britanniques. Son point d'intention, c'est sur comment seront traitées les CCP américaines. Et donc, c'est normal qu'il s'en préoccupe. Son point d'interrogation, c'est est-ce que les CCP américaines se verront impactées par rapport à l'accord d'équivalence qui a déjà été conclu entre l'Union européenne et les États-Unis. C'est ça sa problématique. La rédaction qui a été retenue dans le niveau 1 d'EMIR 2, il considère qu'elle peut aller au-delà de ce qu'il y a aujourd'hui. Si on a une lecture stricto sensu, ça peut aller au-delà en effet. Simplement, l'Union européenne, notamment la Commission, a donné des assurances claires que ça n'était pas une remise en cause des accords d'équivalence US-UE conclus il y a quelques années en matière de chambre de compensation. Donc c'est une discussion qui se déroule à ce niveau-là. Qu'ensuite, dans ce cadre de cette discussion, il y ait quelques leviers qui soient utilisés, c'est la vie des affaires, j'ai envie de dire, et de la négociation. Cela étant, à ma connaissance, les États-Unis n'ont pas compétence législative en Europe sur des réglementations européennes et des décisions européennes. Ils le savent très bien. Voilà. Donc, c'est pas que je vais essayer de vous rassurer, c'est juste factuel. Ça ne sera pas un sujet concret, c'est un sujet de levier, sachant en revanche qu'il faut vraiment, et c'est un souhait je crois partagé des deux côtés, qu'il y ait les éclaircissements les plus précis et en confiance mutuelle entre les États-Unis et l'Union européenne sur la question des CCP américaines. Voilà, merci Sébastien, c'était très clair. Je dois maintenant gérer le risque que vous n'ayez pas le temps pour déjeuner et pour cela prendre une décision immédiate, celle d'arrêter cette table ronde. Mais avant de l'arrêter définitivement, je vous prie d'applaudir tous nos intervenants.